Vitruve, on a parlé du développement économique, on a parlé des valeurs. Parlons maintenant du socle, les deux pieds de cet homme de Léonard de Vinci. Ces deux pieds solidement ancrés dans le sol. Et dans l'imagerie, ce sol-là, ce sont les institutions démocratiques. C'est là-dessus que les citoyens doivent c'est là-dessus qu'ils doivent se tenir debout. Parlons de nos institutions démocratiques. Parlons d'abord de ces dérives au système démocratique. La première dérive, c'est le bipartisme. Bon, j'ai eu l'occasion d'en parler assez souvent. Le bipartisme crée ce qu'on voit constamment, c'est-à-dire une guerre incessante entre deux partis qui sont d'accord pour se faire cette guerre-là parce qu'ils savent profondément que la règle de l'alternance va jouer et qu'après que l'un aura quitté le pouvoir, l'autre prendra sa place. Donc l'opposition peut et ne fait que s'attaquer au pouvoir qui est en place en sachant que lorsqu'elle prendra le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir feront la même chose quand ils seront dans l'opposition. C'est vraiment navrant comme comportement. Et c'est navrant quand vous y êtes jour après jour, période de questions après période de questions. Je peux vous dire que ça devient plus que navrant, ça devient vachement lassant. Évidemment, pour que cette guerre de groupe ait lieu, il faut qu'il y ait une ligne de parti solide. On n'abandonnera pas notre chef, quel que soit notre parti. Donc, il faut qu'on ait tous la même pensée, qu'on soit tous capables d'applaudir en même temps à l'attaque virulente qui n'aura aucune réponse. Donc ça, c'est une dérive forte. Parlons des chefs, justement, la dérive des chefs. Qu'est-ce qui se passe avec les chefs? Quand on devient chef de parti, on devient, si on est élu chef de gouvernement, on devient chef de l'État. On est chef de tout. Et quand on est chef de tout, les autres, les députés deviennent des numéros. Les ministres même n'ont plus de pouvoir. Le chef nomme les ministres quand il le veut, les dénomme. Il nomme les sous-ministres. Et les autres députés, ils s'en préoccupent peu. Il est le chef comme sur une île, entouré d'une eau, mais tout à coup, dans cette eau limpide au départ, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est pas vrai que l'opposition est un contre-pouvoir aux prérogatives du chef d'un parti. Donc, il n'y a pas de contre-pouvoir, et dans ces eaux libres, tout à coup, vous voyez apparaître de grands navires, des grands destroyers, qui sont les grands groupes financiers, les grands groupes de compétences en ingénierie, en informatique, en pharmaceutique, les grands groupes syndicaux et les grands groupes mafieux. Et vous voyez autour de cette île-là croiser de plus en plus de destroyers parce que cet homme isolé sur son île, ou cette femme isolée sur son île, elle a besoin d'avoir des destroyers pour mettre en œuvre ses consignes, pour gérer les grands ensembles, pour créer de l'emploi, pour mener à terme des investissements majeurs dans nos infrastructures. C'est ça, la dérive dans laquelle nous amène le bipartisme et les chefs. Et ces grands destroyers, inutile de vous le dire, leur but, c'est faire main basse sur l'État et sur les coffres de l'État. Et c'est logique. Ils sont faits pour ça. Finalement, on est déterminés par notre naissance. Ils sont nés pour s'emparer de notre bien. La troisième dérive, c'est, je n'en parlerai pas adéquatement, mais quand même, c'est clair, même pour quelqu'un qui arrive en politique, qu'il y a trois pouvoirs et que ces pouvoirs-là ne sont plus étanches. C'est évident qu'entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, il y a actuellement des liens incestueux, fréquents, constants, qui font l'objet même de toutes nos revendications pour un grand nettoyage. Ce qu'on a vu apparaître cette semaine avec cette étrange commission d'enquête, on a vu tout à coup que la cloison ou le mur entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif était aussi un mur friable. Il y a donc là, au niveau des grands pouvoirs, des trois pouvoirs qui sont constitutifs de l'État, qui sont les bases même sur lesquelles les citoyens et le pouvoir citoyen reposent, on voit qu'il y a un effritement. Alors les réformes, vous pouvez les imaginer. La première réforme, et je ne sais pas trop comment la faire, mais je sais qu'il faut rétablir de toute urgence un mur étanche entre les différents pouvoirs.
Et ça m'apparaît être la première réforme, probablement la plus complexe, la plus délicate, mais néanmoins la plus essentielle. L'autre réforme qui m'apparaît aussi fondamentale, c'est évidemment la proportionnelle. Il faut s'assurer que le nombre de sièges attribués aux partis correspond proportionnellement au nombre de votes qu'ils ont reçus. Ça apparaît simple, mais si on changeait cela, si on arrivait à instaurer cette proportionnelle, et moi je pense plus, je vous le dis, à un type de proportionnelle qui est la proportionnelle nordique, mais il y a des débats sans fin là-dessus, et ce serait intéressant que nous les ayons. Sinon, on arrive à établir une bonne proportionnelle, je suis convaincu qu'on va changer la dynamique complète de l'Assemblée nationale, et que plutôt que d'avoir un affrontement continuel, nous aurons tôt ou tard des coopérations entre des groupes dont la coopération sera nécessaire. Il y aura nécessairement une reconfiguration de notre pouvoir politique. Je ne pense pas que ce soit une panacée. Ce n'est pas parce que des pays ont des systèmes proportionnels qu'il y a plus de gens qui vont voter, mais néanmoins, il n'empêche qu'au Québec, ça m'apparaît drôlement urgent. Bon, les autres mesures, est-ce qu'il faut avoir des élections à date fixe? Oui, je pense que c'est assez simple. Est-ce qu'il faut élire un premier ministre ou est-ce qu'il faut élire un président au suffrage universel? Je pense que la discussion doit être ouverte. Est-ce qu'on doit avoir un référendum d'initiative populaire qui soit uniquement réservé à notre changement constitutionnel ou est-ce que le mandat d'initiative populaire devrait s'appliquer à plusieurs autres questions? Moi, je pense que toutes ces réformes-là doivent être discutées, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a absolument la nécessité de consulter à un moment donné, par des questions très claires, consulter la population en général. Il faut qu'on fasse une consultation populaire sur ces institutions démocratiques et sur le type de réforme qu'on doit mettre en œuvre. Il faut qu'on ait un mandat clair pour ce faire. Voilà.